parmi vous ce soir en ce 6e jour de confinement en direct en ce dimanche soir. C'est les dimanches les plus longs que nous sommes en train de vivre ensemble et tous ensemble. Pour m'accompagner ce soir, et ça me fait bien plaisir, Maître Maghrébi, Besma Maghrébi. Bonsoir Besma. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va, écoute, moi ça se passe plutôt bien, hein, le confinement, c'est reposant, donc que du positif, on va dire. Très bien, tu auras l'occasion de nous raconter comment se passe une journée type de confinement chez Maître Maghrébi. Samia Chiki est de la partie aussi. Bonsoir Samia. Coucou à tous, coucou les spectateurs. Bonsoir Monsieur Abdeslamitache. Bonsoir Christophe, bonsoir aux connectés. Et le futur maire d'Orly, pas encore élu, Philippe Bouriaki. Salut. Salut, bonsoir les spectateurs et les spectatrices. Bienvenue à tous en direct donc sur France Maghreb 2, je le disais, sur la page Facebook. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et on essaiera, tant bien que mal tout à l'heure, si vous avez envie de rejoindre ce live, participer, nous donner un petit peu votre avis, eh bien, on vous indiquera en commentaire comment faire. Vous avez juste un lien à tout simplement à cliquer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable et vous pourrez ainsi rejoindre la Dream Team. Ce soir, donc, on est là tous ensemble. Au programme, nous aurons 2 invités et nous allons ouvrir le dossier qui nous intéresse tout particulièrement parce que beaucoup de Français sont encore bloqués, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, pardon. Et nous aurons le député de la 9e circonscription des Français de l'étranger, Monsieur Edjib El Ghirab, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous faire le point sur la situation. Et peut-être que vous avez, vous, des personnes de votre famille bloquées. Vous pourrez directement poser vos questions à Monsieur le député tout à l'heure. On se posera quelques questions également autour du confinement et de ses difficultés avec Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie, qui sera avec nous dans quelques instants, mais également chercheur associé dans un laboratoire universitaire. Elle sera avec nous dans quelques minutes. Là aussi, quelques questions bien pratiques sur le confinement et comment bien le vivre. Mais juste avant, et comme le veut la tradition dans cette émission, Maître Maghrébi, comment se passe une journée type de confinement en ce moment pour toi? Ah bah écoute, moi ça se passe plutôt bien vu que je suis assez organisée. Donc et puis j'avais l'habitude de beaucoup travailler de la maison, donc ça va. Hein, c'est des journées, on va dire que c'est des journées assez classiques en ce qui me concerne pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du télétravail. Bon, les audiences me manquent un peu, je te le cache pas. Oui. Ouais. Mais on va dire que voilà, c'est le petit point négatif de ce confinement. Mais sinon, non, pour moi, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Tu risques d'être appelé d'ailleurs bientôt parce qu'a priori, les gardes à vue commencent dans le cadre de ce confinement. bah On en alors, parlera écoute, peut-être tout à l'heure si on a le temps. Bah, j'ai déjà été Vas-y, appelée, t'en prie. j'ai déjà été appelée 2-3 fois là sur ces 6 jours pour des gardes à vue, des personnes. J'ai eu une personne qui n'avait pas respecté les règles du confinement et donc qui a été placée en garde à vue. J'ai eu 2 cas de violence aussi, pour lesquels on m'a appelée. Je t'en dirai plus tout à l'heure si tu veux. Très bien. Samia Chiki, comment s'est passé ce 6e jour de confinement avec les enfants? Est-ce qu'on arrive encore à les maintenir? Oui, aujourd'hui c'était une journée dominicale type, donc pas d'école à la maison pour les enfants et puis du lâcher prise. On a profité un petit peu des enfants pour faire de la lecture, des jeux, un peu de cuisine. Donc voilà. Donc comme je le disais les jours précédents, on vit ce confinement vraiment très bien, même comme une bénédiction. Parfait. Mon cher Abdeslam, est-ce que les nerfs sont à vif ou ça s'est un peu calmé chez toi? Non, jusqu'ici tout va bien. Bah, écoute, Jusqu'ici, tout va bien. tu connais la Oui. fin de l'expression. Mais La haine. complètement. Un vrai Ouais. classique. Un Mais film non, culte, d'ailleurs, celui en passant. non, confinement, à la maison, en famille, un dimanche avec l'arrière-goût de dimanche où il n'y a pas d'activité. Heureusement qu'il y a cette bouffée d'oxygène que l'on propose tous les jours et pour nous, beaucoup de préparation pour cette émission. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour glisser une petite parenthèse. Demain, sur la page Facebook de France Maghreb 2, vous allez retrouver quelques nouvelles émissions. On va essayer de vous accompagner tant bien que mal, puisqu'on a un peu de difficulté, vous le comprendrez, vu le confinement, à rejoindre les studios de la radio. Donc, on essaye d'adapter au vu de la situation. Ainsi, demain matin, à partir de 11h, vous aurez un live avec une psychologue, une des plus renommées et des plus connues et des plus appréciées, Madame Ouiem Maghrébi, qui sera demain en direct entre 11h et midi. Tiens, ça te parle, Besma. Ouiem Maghrébi, Besma Maghrébi. Oui, voilà. Bon,
Philippe, comment ça se passe du côté d'Orly, le 6e jour de confinement? Au secours! Au secours, j'imagine. Au secours. Non, vraiment, c'est pas. Tu peux formuler des Globalement, requêtes, il y a une avocate qui est là. Ouais, bah, oui, je connais très bien cette avocate, c'est une excellente avocate. Non, vraiment, ça se passe le mieux que possible. J'ai des enfants qui sont juste extraordinaires, qui sont gentils, qui sont adorables, n'est-ce pas, ma chérie? Mais heureusement qu'il y a le grand forum et ça nécessite beaucoup de préparation, la technique et puis les petites vidéos qu'on vous fait, les chroniques, etc. Donc ça occupe pas mal. Donc oui, c'est vrai que notre ami Philippe Bouriaki est passé de futur maire d'Orly, peut-être, on l'espère, à reporter dans les manifestations des Gilets jaunes, à technicien réalisateur. Formidable, il a plus d'un tour à son arc, notre ami Philippe Bouriaki. Alors, avant d'accueillir notre invité dans un instant, et vous pourrez poser toutes vos questions dans les commentaires, que ce soit sur la page France Maghreb 2 ou sur le Christophe Legrand Forum, à le docteur qui sera avec nous, docteur en psychologie, chercheuse associée dans un laboratoire universitaire. Dans un instant, pour l'instant, quelques déclarations d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, parce qu'on peut dire qu'en ce moment, elles nous régalent. Et à l'image de la porte-parole du gouvernement, à savoir Sibeth Ndiaye, qui, pour un gouvernement qui est là pour nous défendre, essayer de nous protéger, eh ben, déjà devrait commencer par apprendre à mettre un masque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que... Elle a du mal à mettre un masque. Faut lui expliquer. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Samia? Bah écoute, on va l'excuser, elle a fait un parcours com et pas médecine ou sanitaire ou autre, donc on l'excuse, hein. Elle est juste porte-parole du gouvernement, c'est tout. Oui. Ça te choque ou pas, Besma, le fait que la porte-parole du gouvernement n'arrive pas à mettre le masque comme il se doit? Alors, j'ai pas très bien entendu ce que tu as dit, Christophe. Si tu pouvais répéter, je suis désolée. Non, je te demande si ça te choque le fait que la porte-parole du gouvernement qu'on vient de voir à l'image n'arrive pas à mettre un masque. Bah écoute, non, ça me choque. Non, ça me choque pas parce que jusqu'à preuve du contraire, elle est. Oui. Je crois qu'on a quelques coupures avec notre ami Besma. Philippe, Sibeth Ndiaye qui n'arrive pas à mettre un masque, tu te proposes de l'aider? Écoute, je pense qu'il doit y avoir assez de monde au gouvernement et au niveau des collaborateurs pour pouvoir l'aider. Mais comme tu sais que nous, les écologistes, nous sommes pour la préservation des espèces en voie de disparition et que la République en marche, bah, c'est le chemin qu'ils prennent, bah, avec grand plaisir, on veut bien lui offrir l'asile masqué à Orly. Très bien. Abdeslam, ça te fait rigoler ou ça t'inquiète? Non. Ben écoute, moi je l'invite à se rendre auprès des infirmières, infirmiers, aides-soignants et autres, et pour qu'elles puissent entendre leurs difficultés, et peut-être qu'en contrepartie, ils lui apprendront à porter un masque. Jean-Luc Mélenchon est sorti aussi de son silence pour dénoncer d'abord un rassemblement religieux qui a eu lieu dans l'Est. C'était au mois de février, vous vous en souvenez, un rassemblement religieux évangéliste. Et il déclare, si ça avait été les musulmans, imaginez la réaction. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Et pendant que j'y suis, faites un devoir de transparence aussi, hein. Oui. Ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de cette réunion de 1500 personnes en oubliant de nous dire de quoi il s'agit. Hein. Il s'agissait d'une réunion religieuse qui a permis cette contamination. Si ça avait été des musulmans, on en aurait entendu parler pendant des jours. Voilà, si ça avait été des musulmans, on en aurait certainement entendu parler pendant des jours, hein, Samia. Là, Mélenchon, il est il est dans le juste là pour l'instant. Oui, plus ou moins, même si je n'aime pas quand on fait des comparaisons comme ça. Si c'était les musulmans, si c'était ceci, j'aime pas ce type de comparaison pour moi. Mais oui, c'est vrai que ça aurait fait plus le buzz, effectivement. Oui, Philippe, il y a des chances que si ça avait été des musulmans, enfin un rassemblement de musulmans, on en aurait entendu parler pendant des semaines. Bah, surtout à Orly, parce que tous les avions auraient été pleins pour vous renvoyer en musulmanie, comme dirait si bien Marion Le Pen. Effectivement. Abdeslam, on imagine bien que ça aurait suscité des réactions en pagaille, évidemment, dans le PAF. Mais on sait très bien qu'il y a du deux poids deux mesures dans ce pays, Christophe. Oui.
Besma, Maître Maghrebi, partage notre avis? Complètement, complètement. Ça, c'est. Je pense même que c'est une certitude. Ouais. J'ai Alors, aucun doute sur ça. on se rappelle, messieurs, dames, qu'au début de cette crise du coronavirus, du Covid-19, les politiques étaient dans le sens de rassurer la population, à l'image de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui nous disait le 20 janvier dernier que tout allait bien. Regardez un petit florilège d'hommes et de femmes politiques. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Avant d'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. Voilà, vous avez entendu successivement Agnès Buzyn ainsi que Jean-Michel Blanquer et Sibeth Ndiaye qui nous disaient donc il n'y a pas si longtemps que tout allait bien et qu'il n'était pas question de fermer les écoles, qu'on ne va pas se mettre à faire prendre toutes ces mesures. On a la grippe chaque année. Vous réagissez comment quand vous regardez ça quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, Maître Maghrebi? Eh ben, là, moi, quand j'entends ça, on a juste conscience qu'ils n'ont absolument pas du tout mesuré la gravité de la situation, qu'ils n'ont pas du tout été à l'écoute de ce qui s'est passé en Asie et qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir être réactifs et mettre en place les mesures de sécurité assez vite qui auraient peut-être pu éviter qu'on se retrouve dans une situation aussi dramatique aujourd'hui, même si je pense qu'on n'aurait pas pu éviter le confinement, mais ce genre de propos montre tout simplement je ne vais pas dire l'incompétence, mais en tout cas le manque de réactivité des autorités qui sont censées assurer notre sécurité. Samia, avec un peu de recul, quand tu regardes tout ça, Agnès Buzyn, Blanquer ainsi que Sibeth Ndiaye nous dire que tout va bien, il n'est pas question de fermer les écoles et tout team, tu réagis comment? Écoute, c'est sidérant, aucune anticipation, aucune transparence. Et je pense qu'à un moment donné, les membres du gouvernement doivent prendre leurs responsabilités et puis savoir dire quand il le faut. On ne sait pas ce qui va se passer. Il faut patienter. Il faut parfois reconnaître tout simplement qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu défaillance dans la communication gouvernementale, Abdeslam Itache? Alors, défaillance, je ne dirais pas ça, mais rétrospectivement, quand on suit le fil de l'actualité, à l'époque, ça semblait être l'équivalent d'une grippe. On en a entendu que lorsqu'il ferait chaud, ça disparaîtrait au même titre que la grippe, qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer, que les enfants doivent aller à l'école parce qu'il y a un parcours, il y a un programme scolaire qu'il faille respecter. Et aujourd'hui, on est dans une gravité totale et bien sûr, ces propos, lorsqu'ils sont amenés à être entendus aujourd'hui, peuvent choquer. Ça, je peux l'entendre. Mais ces mêmes propos que l'on entend aujourd'hui à travers la déclaration du ministre de la Santé, moi, je vous inviterai à les écouter dans 3 mois et vous verrez qu'ils auront la même teneur et la même gravité. Donc, je pense que reprendre des propos d'il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, c'est déjà pas être dans le tempo et dans le timing. Philippe, est-ce que de regarder ça quelques semaines plus tard, ça t'évoque quoi? Bande d'amateurs. Philippe Boyaki? Oui, vous m'entendez? Oui, donc je répète ma question, répétez la question. Quelques semaines plus tard, de regarder ces politiques nous dire que tout va bien et que la situation est sous contrôle finalement. Qu'est-ce que ça t'évoque? Carrément. Ça m'évoque, si je me mets à la place du citoyen lambda, je me dis les politiciens servent à rien, donc je vois pas pourquoi je vais aller voter. Donc ça, c'est clair, net et précis. Deuxièmement, ça m'évoque une bande d'amateurs. Et il faut pas être dans le déni non plus. C'était il y a 1 mois et demi.
et tout le monde disait demain on vous diffusera comment ça s'appelle des vidéos de médecins, dont Michel Simès, qui disait que c'était qu'une grosse grippe. Donc tout le monde a pris ça au début à la légère, et maintenant on se retrouve devant une grosse catastrophe sanitaire. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est malheureusement la situation. Oui. Parce qu'ils n'ont pas du tout été à l'écoute de ce qui s'est passé en Asie, parce que quand on vient nous dire que ça touche que les personnes âgées, qu'il n'y a aucun risque chez les jeunes, c'est vraiment qu'il n'y a eu aucune observance qui a été faite par rapport à ce qui s'est passé, en Asie. Et c'est là où c'est extrêmement grave, parce que se permettre de prendre la parole et de rassurer sur des mensonges, alors que je pense que les données, ils les avaient, c'est un petit peu prendre la population pour des idiots et insulter l'intelligence de chacun et même la capacité d'être responsable de chaque citoyen. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait, mais bon, après, ils assumeront leurs 18h48. responsabilités plus tard. 18h48, vous êtes en direct sur la page France Maghreb 2, le Grand Forum, Christophe le Grand Forum sur Facebook également. On est en direct ce soir avec Abdeslam Bitache, avec Besma Maghrebi, Samia Chiki et Philippe Pouriaki. Dans un instant, notre invité, je ne sais pas d'ailleurs si elle est arrivée ou pas encore. Bonjour, elle est là. je suis là, oui. Bonsoir, docteur Elisabeth Grimaud. Vous êtes docteur en psychologie, chercheuse associée dans un laboratoire universitaire qui s'appelle Charte UPN, et vous êtes également conférencière et consultante aussi pour la télé, directrice d'un organisme de formation, tout ça dans un même CV. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Enchantée. on a quelques questions à vous poser, et les spectateurs qui nous regardent ici sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum, peuvent aussi interagir et poser leurs questions. Je compte sur nos amis pour relayer ces dernières. Toute première question, quels sont les conseils que vous avez à prodiguer à ceux qui vivent ce confinement et qui ont un peu de mal, y compris d'ailleurs pour nous-mêmes? Au bout de 6 jours, on a l'impression, docteur, que c'est les dimanches les plus longs de notre vie. Ouais, c'est vrai qu'on vit là tous une situation absolument inédite, là où on a l'habitude peut-être d'avoir envie de rester chez soi et peut-être pas d'aller au travail, là de devoir rester chez soi de façon obligatoire, ça peut être vu comme une contrainte. Ça peut pour certains être vécu comme quelque chose d'assez plaisant, mais pas forcément pour tout le monde, effectivement. Alors bon, l'idée c'est peut-être d'essayer peut-être, la première chose à faire vraiment, c'est d'accepter ses émotions. Ça paraît tout bête, hein, mais le fait d'accepter ses émotions nous permet de pouvoir passer à autre chose. Et donc, si on se sent tendu, de reconnaître qu'on se sent tendu. C'est pas, nous ne sommes que des êtres humains, hein, somme toute, et pas des machines, et on n'est pas forcément fait pour s'adapter comme ça, là, en un claquement de doigts à une situation comme celle-ci, qui est encore une fois une situation absolument inédite. Et puis après, peut-être essayer ou bien de s'occuper pour passer le temps, ou bien d'essayer d'appliquer des techniques de relaxation. Il y en a qui fonctionnent quand même très bien, qui nous permettent ensuite de pouvoir nous occuper, parce que c'est peut-être quand même l'occupation qui nous permettra de pouvoir passer le temps de façon un peu plus productive, peut-être pour soi, et puis sympathique surtout. Alors, il y a plein de façons de passer son temps. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour ma question, quelques conseils que vous pourrez donner, peut-être pour ceux qui, effectivement, se sentent dans un état d'être désociabilisés. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour essayer d'occuper au mieux leur journée et d'essayer de se sentir bien, finalement? Ouais, alors je pourrais, pour ceux qui se sentent les plus mal, je peux vous donner déjà une technique de réduction du stress qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cette technique est particulièrement efficace. Vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook. Je l'ai mise en ligne de façon gratuite pour tout le monde, mais vous pouvez également l'utiliser si vous ne souhaitez pas aller la trouver là. Vous pouvez simplement l'utiliser en regardant une horloge. Et le principe, c'est de regarder la trotteuse, donc c'est l'aiguille qui compte les secondes, regarder la trotteuse. Lorsque les 5 premières secondes de la trotteuse, vous allez inspirer en gonflant le ventre, on inspire en gonflant le ventre, et les 5 secondes suivantes, vous allez expirer en relâchant le ventre. Et en fait, ce massage du ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration va masser le nerf vague, et ce massage va créer mécaniquement une réduction du stress. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est extrêmement efficace. C'est masser le ventre, hein, dites-vous. C'est pas se masser le ventre, c'est inspirer en gonflant le ventre et expirer en relâchant le ventre. Ouais. Inspirer en gonflant le ventre et expirer en relâchant le ventre. On inspire 5 secondes en gonflant le ventre et on expire
en relâchant le ventre pendant 5 secondes. Et ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Donc, ça permet déjà c'est une toute petite technique, mais très efficace. Hein. Et puis après, moi, j'aime bien utiliser le terme du beau, du bien et du bon. Alors, ce sont mes guides pour être dans le bien-être au quotidien. Et là aussi, on peut les utiliser en confinement. Alors, qu'est-ce que c'est le beau? C'est de pas oublier de s'émerveiller. Et ça, c'est pas forcément facile chez soi de s'émerveiller parce que chez soi, on le connaît. Mais comment fait-on pour s'émerveiller à travers les objets du quotidien que l'on peut avoir? C'est peut-être, moi, j'aimerais à tous les auditeurs qui sont là se poser la question de se dire qu'est-ce qui, et vous allez pouvoir y répondre vous aussi, hein, qu'est-ce qui autour de vous, là, ici, maintenant, est absolument merveilleux. Il y a quelque chose, toujours. Il y a toujours quelque chose d'absolument merveilleux. Saurez-vous le voir? Et là, j'aimerais que vous répondiez vous aussi. Moi, je peux répondre. Hein. Ouais. Mes enfants. Vas-y, Abdeslam, réponds. Mes enfants. Ouais. Voilà. Sam? Les enfants, hein. Nous dit Abdeslam, les enfants. C'est une bonne réponse? Oui. Et Sam? Je ne sais pas si elle entend. Ouais, Samia? enfants, oui. Samia, est-ce que tu nous entends? Apparemment, Samia était Philippe? Moi, je parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois qu'il y en a un sur le plateau, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a Maître Bagjabi parmi nous. Voilà, alors là, c'est tout bête, mais cette première étape, c'est chercher l'émerveillement. Alors, l'émerveillement, on peut le trouver à travers plein de choses. On peut aussi reprendre ses albums photos. Vous n'avez pas à classer les photos de votre appareil photo, de votre ordinateur. Pourquoi pas revivre ces moments positifs de vacances que vous aviez vécu l'année dernière et puis peut-être se marrer, rigoler hein, en regardant ces photos-là. Ça peut être une façon de lutter contre, de lutter contre l'angoisse et de se créer de l'émerveillement. Alors là, je vois, bonsoir, comment faire contre les crises d'angoisse. Je suis séparée de ma fille bonne et question, j'ai ça, énormément docteur. mal. Ah ouais, alors, bonne question. Alors là, c'est effectivement peut-être accepter qu'on soit dans l'angoisse. C'est pas facile quand on est maman de vivre, d'être loin de sa fille, ça je comprends tout à fait. Et puis alors ça, c'est le premier pas. Et puis le deuxième, c'est peut-être essayer de trouver d'autres façons de prendre des nouvelles d'elle. Ça, je comprends qu'elle est très mal parce que quelque part, ça prend aux tripes hein, d'une maman qui n'a pas la possibilité de voir son enfant, mais peut-être se rassurer et se dire que peut-être sa fille n'est pas près d'elle, mais peut-être est-elle quand même en sécurité. Et le plus important, c'est qu'elle soit en sécurité. Et vraiment se connecter, on a deux énergies. Hein. Soit on se connecte à la peur, soit on se connecte à l'amour. Eh bien, peut-être se connecter à l'amour et envoyer plein d'amour à sa fille de quelque manière qu'elle puisse le faire. C'est vrai que c'est un problème, docteur, le fait, par exemple, de ne pas pouvoir aller voir ses parents ou d'être en contact avec les enfants pour les plus âgés. C'est un problème aussi auquel il faut pallier, quoi, parce que il y a heureusement aujourd'hui le téléphone qui nous permet de rester en contact, mais on sait qu'on est parti pour quelques semaines et il y en a pour qui c'est très difficile de ne pas pouvoir aller voir ses parents, de ne pas aller voir ses enfants ou ses petits-enfants. À l'image d'enfants ou de nouveau-nés qui arrivent, les grands-parents ne peuvent pas aller les voir, etc. Enfin, c'est très compliqué quand même tout cela à gérer, non? C'est très compliqué, effectivement, hein, et ça nous demande d'être créatif, d'être original, de trouver d'autres façons de le faire. Et peut-être, hein, moi, je vois quand même beaucoup de messages sur les réseaux sociaux me dire que finalement, les gens reprennent contact avec leur famille. On a beaucoup, ça, c'est un phénomène assez nouveau quand même lié à cet épisode-là, c'est que les gens communiquent avec leur famille, mais communiquent autrement. On a des groupes privés Facebook qui se créent, on a des fils WhatsApp qui se créent, on a le téléphone, on prend le temps d'appeler des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'appeler. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement positif et ça permet, on n'avait pas le temps d'appeler les gens avant, de prendre des nouvelles des gens. Et bien maintenant, on a le temps de le faire. Et je crois qu'il faut vraiment le faire, au contraire. Une question, évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, que ce soit sur la page Facebook France Maghreb 2 ou Christophe Le Grand Forum. On les affiche à l'écran. Docteur Elisabeth Grimaud, qui est avec nous ce soir, y répond et en direct à toutes vos questions. Questions de nos amis chroniqueurs, Besma, Samia, Abdeslam ou Philippe, qui a envie de commencer? Ne vous battez surtout pas. Besma, vas-y. Une question par rapport à...
Une question, tu veux dire par rapport à comment vivre Oui, le confinement, je bien n'avais pas sûr. compris. Oui. Une question par rapport à vivre son confinement, puisque le docteur Elisabeth Grimaud est avec nous, donc elle est à même de nous répondre. Alors peut-être comment réussir à rassurer les enfants qui commencent à angoisser, parce que bon, les adultes, là on a bien compris comment réussir à faire, mais quand c'est des enfants, comment réussir à les rassurer, parce que moi j'entends beaucoup autour de moi d'enfants qui commencent à stresser, à angoisser, à se poser des questions de est-ce qu'ils ont peut-être contracté le Covid-19, comment ils peuvent gérer ça. Donc voilà, peut-être plutôt l'angoisse par rapport aux enfants. Ouais. Alors pour les enfants, il existe une technique assez. Alors l'idée, c'est vraiment d'essayer de les aider à parler de leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Comment ça se passe? Est-ce que ça leur donne mal à la tête? Est-ce que ils ont l'impression d'être un petit peu stressés? Est-ce que ils ont mal au cœur? L'idée, c'est vraiment d'essayer de poser des mots et peut-être de les aider à exprimer leurs émotions. Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens frustré? Est-ce que tu te sens loin de tes copains? Est-ce que tu te sens isolé? Et le simple fait de verbaliser permet déjà de pouvoir éloigner un petit peu, de ne plus être perdu, enfin pas perdu, mais de ne plus être pris dans l'angoisse. Et puis aussi, faire dessiner les enfants. Les enfants s'expriment extraordinairement bien à travers le dessin ou à travers les histoires. N'hésitez pas à prendre des petites histoires et puis partir sur une discussion autour des histoires. Je crois qu'on a une chance extraordinaire dans ce confinement, c'est de pouvoir être au contact de nos enfants, alors que d'habitude, on n'a pas forcément la possibilité parce que on est pris dans le travail, on n'a pas le temps. Ben, c'est là d'échanger et peut-être aussi de jouer pour que le temps passe un peu plus vite, parce que là il y a aussi un phénomène, peut-être ne connaissez-vous pas le flow. Le flow, ça a été découvert en psychologie positive. Le flow, c'est quand on est pris dans une activité et que cette activité est tellement prenante qu'on ne voit pas le temps passer. Eh ben, c'est souvent le cas avec les jeux de société. Et donc, n'hésitez pas à ressortir les jeux de société et puis à jouer peut-être 1 heure, 2 heures. Vous allez voir que le temps va passer beaucoup plus vite que si vous n'aviez pas utilisé ces jeux de société. Et puis, pourquoi pas sortir un puzzle, puisque si on est parti pour plusieurs semaines, pourquoi pas. De toute façon, là, il faut vraiment aujourd'hui faire preuve de créativité et puis peut-être aussi s'inspirer de ce que font les autres, puisque plein de gens ont plein d'idées. Je vois passer des trucs absolument géniaux. Je trouve les Français assez extraordinaires dans leur diversité, dans leur façon de faire et c'est assez chouette. Je voyais quelqu'un d'ailleurs qui voulait faire du sport. Alors pour faire du sport, il avait posé, alors attention, hein, il faut quand même bien se tenir, mais il avait posé un peu d'huile par terre, il avait posé un petit peu d'eau, il s'était tenu devant son lavabo et puis il faisait comme ça avec ses pieds. Je trouvais que c'était génial et à la fois amusant. Docteur, il y a une vraie Merci. question à poser aussi par Oui. rapport aux femmes qui vivent le confinement justement avec des hommes qui sont violents. Quels conseils pourriez leur donner? Alors ça, c'est une situation extrêmement difficile, effectivement. Et alors malheureusement, là, ce ne sont pas elles qui sont fautives là dans ce cas-là. Et malheureusement, bien souvent, ce sont les victimes. Encore une fois, peut-être essayer de rester calme, se dire que c'est forcément difficile pour elles à vivre, c'est forcément difficile pour l'autre à vivre. Et plus elles resteront calmes, plus elles resteront dans la zénitude et dans la sérénité, plus elles permettront à l'autre, par leur comportement, de rester calme. Et effectivement, il faut essayer de limiter les débordements, hein, parce que bien souvent, la violence, elle est liée à un débordement qui est mal géré. Et ce débordement étant mal géré, amène la personne à être dans la violence et à outrepasser ce qu'elle est en droit de faire. Et malheureusement, il y a assez peu de solutions. J'ai quand même tendance à dire qu'on ne peut pas sortir, mais on peut quand même fuir. Et une personne qui penserait vraiment que sa vie est en danger, elle a la possibilité de sortir et d'aller voir les policiers, puisque les policiers sont aujourd'hui quand même dans la rue, et de protéger sa vie. Alors moi, si vous permettez, j'avais une Oui. question par rapport à la semaine dernière, lorsque le président de la République a annoncé le maintien du premier tour.
des élections municipales, engagé dans la campagne, j'ai une des colistières qui aujourd'hui a le sentiment d'avoir été trahie quand elle voit aujourd'hui la gravité de la situation, reprocherait, enfin à demi-mot, nous reprocherait de l'avoir exposée à autant de personnes dans un bureau de vote. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Parce qu'aujourd'hui, à l'identique, et c'est pour ça que mon propos était nuancé tout à l'heure, à entendre les propos des ministres lorsqu'ils disaient qu'il n'y avait pas nécessité de fermer les écoles, de la même manière, lorsqu'il y a eu cette annonce et que nous avons maintenu le premier tour et que nous avons tenu des bureaux de vote, aujourd'hui, avec du recul, on ne sait pas trop quoi lui dire, mais ce sentiment de trahison, comment est-ce qu'on pourrait justement le dépasser? C'est pas facile et effectivement, moi j'encourage quand même toute personne à exercer son esprit critique. Effectivement, ce qu'on nous dit, eh bien, on nous le dit et puis après, on peut aussi douter de ce qu'on nous dit, on peut aller vérifier, on peut aller prendre plusieurs sources et en prenant plusieurs sources ensuite exercer son esprit critique, mais effectivement n'avoir qu'une seule source d'information, pas forcément une bonne chose. Moi, j'aime bien aller comparer ce qui est dit par le gouvernement avec ce que peuvent dire aussi directement les scientifiques. Et effectivement, j'écoute beaucoup ce que disent les scientifiques. Aujourd'hui, on est quand même dans une grande incertitude concernant l'évolution de ce virus-là et les scientifiques avancent vraiment à tâtons. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y avait certaines choses qui étaient dites à un moment et puis certaines autres choses qui sont dites au fur et à mesure. Je crois que c'est quand même, eux se trouvent aussi face à une situation inédite d'un virus qu'ils connaissent très mal. Ah, Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, très bien, je vous en remercie. visiblement, oui. Docteur, Oui. Oui. écoutez, je ne sais pas comment font les autres. Peut-être des questions, peut-être Philippe ou Odette. D'accord. Alors, comment faire prendre conscience à un ado, donc une ado, ma fille passe son temps à dormir ou s'isoler complètement. J'essaie d'appliquer son emploi du temps, mais c'est très compliqué. Je bosse en même temps. Ah d'accord, ça veut dire que peut-être cette personne part travailler et voit son enfant à la maison et qui ne travaille pas. Alors, c'est pas facile effectivement pour un ado parce que les ados, l'adolescence c'est quand même un moment assez particulier dans le sens où, alors je vais vous expliquer assez brièvement un peu comment fonctionne le cerveau. Et imaginons on a notre cerveau un peu qui pourrait être ma main là, donc on a la base du cerveau, on a tout le système émotionnel qui est au cœur du cerveau vraiment au milieu, et puis toute la partie réfléchie qui est là avec à l'avant des fonctions qui nous permettent de pouvoir nous contrôler, planifier les choses. Eh ben, ces fonctions-là, chez les adolescents, elles sont pas encore bien matures. Et accrochez-vous bien, elles deviennent matures vers l'âge de 23, 24 ans. Hein, donc, on est encore ado assez longtemps finalement. Et il n'est pas facile, effectivement, d'arriver à planifier soi-même, à contrôler soi-même ses comportements, ce qui fait qu'effectivement, il faut les aider. Et puis peut-être essayer d'amener ce jeune à se mettre en groupe, travailler avec les copains, les copines, quand même, c'est ce qui marche. C'est aujourd'hui ce qui marche bien, d'après ce que je vois, à la fois chez mes amis et puis de ce que je vois autour de moi, c'est ce qui a l'air de bien fonctionner. Hein, l'idée de se mettre ensemble et de bosser ensemble et de faire les cours ensemble. Et puis, il y a aussi la télé qui, aujourd'hui, maintenant, a changé ses programmes. Et simplement, en se mettant dans le canapé, même si on veut rien faire, en regardant la télé, on peut aussi suivre les cours, alors adaptés à différents âges. Mais je crois que France 4 a mis des programmes en place pour aider les jeunes justement à travailler. Parce qu'il y a quand même, l'idée c'est de se dire, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux reprendre mon année ou est-ce que je veux passer dans l'année l'année suivante? Et puis je pense que les adolescents savent ce qu'ils ont envie pour eux. Hein. Je suis pas sûre qu'elle ait envie de refaire son année. Docteur est avec nous ce soir. Docteur Elisabeth Oui. Clément. Abdeslam, si tu peux me rebasculer, voilà, c'est parfait. Et puis alors peut-être aussi quand même je voudrais juste ajouter quand même concernant les devoirs à la maison, c'est inédit aussi de la part des parents de devoir accompagner les enfants à faire les devoirs à la maison. Alors oui, il faut effectivement assurer un certain rythme et en même temps les enfants ont aussi besoin d'avoir des temps de repos, d'avoir des temps de récréation. Comment on fait la récréation quand on est à l'appartement? Eh ben là aussi il faut
pensez à ça, pensez à innover parce qu'un enfant, s'il n'a pas la possibilité d'évacuer son énergie, alors l'énergie, elle reste là, elle reste à l'intérieur et puis il peut pas se concentrer, il ne peut pas se concentrer tant qu'il n'a pas réussi à évacuer son énergie. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'autre point aussi, c'est vraiment d'appliquer les techniques de psychologie positive et d'encourager ce qui va bien. Quand on encourage ce qui va bien, alors on permet à l'enfant d'être dans la motivation pour reproduire ce qu'il a bien réussi à faire dans un endroit. Ça a bien marché pour sa dictée, par exemple, ben, super, comment tu as fait pour réussir? Et on applique ça à une autre matière qui est un peu plus compliquée. Mais attention, ça c'est vraiment le danger, c'est de ne pointer que ce qui ne va pas. Et là, on démoralise complètement l'enfant. Mais justement, Alors, docteur, je rappelle aux auditrices, aux téléspectateurs qui peuvent évidemment nous poser toutes leurs questions ce soir sur Facebook, Christophe France, Maghreb. N'hésitez pas. Philippe Boyaki, est-ce que tu as une question personnelle peut-être à poser? oui, elle est d'ordre personnel. Lorsqu'on a l'habitude, comme moi par exemple, d'être hyper actif, et ces derniers temps en campagne électorale, j'étais présent, je crois, 5 heures par jour à la maison, et se retrouver du jour au lendemain H24 avec les siens, même si on les aime, et d'avoir ce sentiment d'être privé de liberté, je considère que je suis vraiment chanceux, parce que moi j'ai un petit jardin, et donc Je vois je peux ça. tourner comme si j'étais un petit peu dans une cour de prison. Quel conseil vous pouvez donner pour éviter de toute façon d'avoir des tensions très fortes au sein du tissu familial, et surtout pour ne pas déprimer et avoir des mauvaises conseils? Ouais, et là, on peut peut-être effectivement aller vers la dépense énergétique et essayer de faire du sport. Là, aujourd'hui, tout un tas de coachs sportifs proposent des accompagnements pour faire du sport et je pense que vraiment, là, ça va être une façon de pouvoir évacuer l'énergie. Il y a cette fameuse énergie que l'on évacue grâce à l'activité physique, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième technique est très complémentaire finalement, c'est évacuer en faisant du sport et puis ensuite canaliser son énergie grâce à des techniques de pleine conscience, de méditation de pleine conscience, de cohérence cardiaque, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et en combinant les deux, en général, on arrive, on apprend. Mais je pense qu'en fait, cette période-là, c'est probablement une opportunité extraordinaire d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à mieux se réguler. Alors, peut-être le danger, ce serait de céder à ce qu'on pourrait appeler la psychologie de la survie. Hein. C'est quand vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure du cerveau réfléchi et puis du cerveau beaucoup plus automatique. Ben voilà, on a les circuits courts, le cerveau automatique. Ce cerveau automatique pourrait nous amener à être dans nos réflexes, dans nos automatismes, et puis de se dire comment je vais faire autrement. Est-ce qu'il est possible de faire autrement? Et peut-être se poser et regarder comment on peut faire autrement. Mais pour le sport, je pense que aller voir du côté des coachs sportifs, il y a forcément des gens qui ont prévu. Hein. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Plein de personnes. Essaye la corde à sauter, Philippe. Ouais, la corde à sauter. Oui, Oui, puis alors. Est-ce que Samia Chikli nous entend ou pas? Oui, elle est avec nous. Samia, tu nous entends? Parce que visiblement, elle avait quelques questions à poser à Dr Elisabeth Gribaud avec nous ce soir. Je ne sais pas, a priori, elle ne nous entend pas, Samia. Alors, n'hésite pas à nous faire part de tes questions, ma chère Samia, comme ça, on relaie. Je vous en prie, docteur, pardon de nous avoir interrompu. Alors, ce que je disais, c'est que derrière vous, vous avez tout un tas de matériel. Je vous vois je vois des chaises, je vois le bord, je vois une cabane. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir peut-être faire des pompes verticales. Enfin, vous pouvez aussi. Voilà, vous pouvez aussi transformer votre cours, l'espace intérieur que vous avez, non pas en cours de prison, mais en cours de CrossFit ou de street workout ou quelque chose comme ça. C'est à vous de changer votre perception. J'ai une dernière question, docteur. Je sais que vous êtes l'auteur du livre de poche « Programmer votre cerveau pour le bonheur ». Premièrement, comment on fait pour se le procurer? Et deuxièmement, dans ce livre de poche, est-ce qu'il y a quelques méthodes, est-ce qu'il y a quelques solutions qui pourraient justement être efficaces et efficientes pendant cette période de confinement?
Oui, oui, je parle beaucoup du beau bien bon. Alors, le livre de poche, vous pourrez vous le procurer. Alors, normalement, en librairie, là, c'est vrai que après, vous allez pouvoir commander en ligne, hein, le commander en ligne, vous le faire livrer chez vous. Mais c'est vrai que vous pouvez également aller visionner sur YouTube ma vidéo TEDx qui s'appelle Programmer votre cerveau pour le bonheur. Et là, je vous explique le beau, le bien, le bon. Pour moi, c'est vraiment la technique la plus efficace que je connaisse, en tout cas, pour être appliquée au quotidien pour améliorer son niveau de bien-être. Tout à l'heure, je vous parlais du beau, c'est de l'émerveillement. Comment je fais pour trouver de l'émerveillement autour de moi? Eh ben, il y a plein de façons d'en trouver. Le deuxième, c'est le bien. Essayez de s'appliquer à bien faire quelque chose au moins une fois dans la journée. Et ça, c'est hyper important parce que ça gonfle l'estime de soi. Ça veut dire que quand bien même on serait à côté de quelqu'un d'absolument exécrable qui nous dirait qu'on fait tout mal de la journée, eh bien, nous, on arriverait à se prouver qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Et puis aussi, peut-être se dire que quand bien même je télétravaille, je suis capable de bien télétravailler. Et ça, c'est aussi de la satisfaction. Donc ça, c'est le bien. Et le 3, c'est le bon. Et le bon, c'est le lien à l'autre. Et le bon, c'est extraordinaire. Ce bon, c'est prendre des nouvelles, c'est dire merci, c'est faire la liste des gens que vous aimez bien, des gens à qui vous avez envie de prendre des nouvelles, et peut-être des amis du collège, du lycée, de la fac ou de je ne sais quoi, d'une ancienne entreprise. Ça fait des années que vous n'avez pas pris des nouvelles et puis finalement, vous vous dites, voilà, j'ai jamais le temps de le faire. Là, aujourd'hui, vous avez le temps, donc pourquoi pas le faire? Et en fait, ces liens sont extraordinaires parce qu'ils apportent du bien-être. Alors en fait, ça nous permet de sécréter ce que j'appelle la dose. La dose, c'est un cocktail de neurotransmetteurs, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et la dopamine, c'est du plaisir. C'est qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir tout de suite, là, de façon immédiate. Et ça fait du bien, dans une certaine énergie. La sérotonine, c'est la satisfaction du bien. Comment je vais pouvoir être satisfait de moi-même, être fier de moi, y compris quand je suis dans mon appartement. L'ocytocine, c'est le lien. Comment je peux me relier aux autres? Peut-être en appelant, peut-être en créant un groupe, peut-être en un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, en vous écoutant et en chattant avec les auditeurs. Même chose, c'est une façon extraordinaire de se relier. Et puis, j'aime bien le dernier, le E de la dose, c'est l'endorphine. L'endorphine, c'est ceux qui courent le connaissent bien. C'est quand on commence à courir, au départ, c'est un peu difficile. Et puis, passé à un certain stade, ça devient facile. Et là, c'est pareil. C'est la métaphore de ça. C'est commencer à appliquer le beau, l'émerveillement, le bien faire les choses, le bon, se relier aux autres, petit à petit, un petit peu tous les jours dans votre quotidien. Au début, on va se forcer. Ça va être un peu comme quand je commence à courir et puis arrive un moment, quelque chose va se passer et vous allez voir la vie différemment parce que finalement, ce qui nous arrive, c'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est notre façon de le percevoir. Et comment on le perçoit, bien souvent, ça change la donne. Merci, Doc. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, de nous avoir bien aidé. Dernière question. En ce qui me concerne, évidemment, parce que malheureusement, je pense en tout cas, si vous le voulez bien, qu'on aura l'occasion de vous réinviter un de ces soirs pour partager de nouveau, parce que je suppose que les jours vont se suivre et plus ça va être compliqué et difficile pour certains. Docteur, vraiment, je pense particulièrement aux gens nerveux, un peu comme moi, qui avons l'habitude, j'allais dire, de faire des exercices, de marcher, de bouger. Et là, on se retrouve confiné à la maison. Parfois, on peut un peu s'énerver parce qu'on ne peut pas sortir. On ne doit pas sortir. On doit rester chez nous. En tout cas, c'est l'invitation qui nous est faite et qu'on doit respecter à tout prix si on veut venir à bout de ce fichu virus. Ouais. Quel conseil vous pouvez me donner là, à titre personnel et à tous ceux qui se reconnaissent à travers moi, qui avons l'habitude de bouger et qui, pour demain, par exemple, là, on sait que ça va devenir un peu compliqué. On sera au 7e jour demain. Ouais. Alors, on ne prend pas sa femme pour un punching ball. Hein. Vous prenez éventuellement votre oreiller pour un punching ball. Non, c'est pas le genre de la maison. C'est bien. Okay. Non, mais là, l'idée, c'est vraiment de faire du sport. Faire du sport, vous avez là, encore une fois, je vais vous renvoyer vers les sites qui vont vous permettre de faire du sport. Faites une série de, je ne sais pas si vous connaissez les burpees, mais les burpees, c'est je vais au sol et puis ensuite je remonte et je saute et puis je reviens au sol façon pompe, je remonte et je saute. On fait des squats. Faites une série de 100 squats. Hein. Vous allez voir que vous devriez normalement avoir une bonne série une série de 100 squats, c'est-à-dire 5 séries de 20 squats avec 30 secondes d'écart entre, et puis vous allez voir que l'énergie, normalement, elle devrait
Voilà, l'énergie devrait être un peu dissipée. Ouais. Et les squats, effectivement, c'est le fait d'être debout et puis d'avoir les jambes écartées, largeur des hanches, et puis de faire comme si on s'assoit et on remonte et on tend les bras devant pour garder l'équilibre. Et si on fait 5 séries de 20 squats avec 30 secondes d'écart, alors non seulement on va avoir des fessiers absolument béton, on va aussi entretenir sa masse musculaire et entretenir sa santé, et puis ça va permettre de pouvoir dépenser l'énergie. C'est pas mal, j'ai essayé un petit peu, c'est pas mal. C'est vrai que c'est bien. Ah ouais. Merci Ouais, ça marche beaucoup, bien. docteur, en tout cas, Elisabeth. Ah oui, non, mais j'avoue, là, ça m'a mis bien, là. Voilà. Je suis bien pour finir, en tout cas, l'émission jusqu'à 20h. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, d'avoir répondu aux questions ce soir. Avec Et plaisir. j'espère, en tout cas, que vous nous ferez l'amitié de revenir un de ces Avec grand soirs pour plaisir. peut-être que les jours succédés vont être de plus en plus compliqués. Merci beaucoup, Elisabeth Merci Grimaud. à Je vous de rappelle, votre vous êtes invitation. docteur en psychologie. À très bientôt, docteur. À très bientôt. Au revoir. Merci. Voilà. Bon, t'as fait les exercices, Fifi, ou pas? Non, pas du tout. Je suis à la technique, donc c'est un petit peu compliqué. Philippe, as-tu fait les exercices? Non, pas du tout. Ah bah attends, moi je me suis essayé. Hein. Par contre, on a perdu notre Samia Chiki. Qu'est-ce qui se passe là? Elle est où notre Samia Abdeslam? Bon, j'espère qu'on va la retrouver. Maître Maghrebi, est-ce que tout va bien? C'est Maître Maghrebi que nous avons perdu. On a perdu Maître Elle Maghrebi aussi? revient, on va la faire revenir. Ah, d'accord. Donc tout le monde est parti, c'est cool, c'est super, on se retrouve là. Avec Philippe, Abdeslam Itache est toujours là? Ah, je suis là. Bon, bah, tout le monde est parti, mon Fifi, hein, on n'est plus que tous les deux là. Voilà. Non, il y a le député de la Ah. 9e circonscription des Français de l'étranger qui est présent avec nous, Monsieur MJ Demguerab. Monsieur le député MJ Belguera, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Je n'entends pas, moi. On a un petit problème de micro. On n'entend pas. On a un petit problème de micro. On est au Maroc, hein, je crois, avec monsieur le député MJ Belguerab ce soir. Vous pourrez lui poser vos questions parce qu'on va parler rapatriement. Il y a beaucoup de Français qui, à l'heure où nous parlons, sont encore bloqués, que ce soit au Maroc, en Tunisie aussi et principalement. Il va nous donner les dernières informations, évidemment, pour vous qui êtes de l'autre côté de votre écran et qui vous inquiétez quant à le retour de vos proches, sachant que les avions, bah, il n'y en a plus, visiblement. Alors, quelles sont les solutions qui restent à disposition des familles? C'est ce qu'on va tenter de voir avec monsieur le député. Est-ce qu'il nous entend, monsieur le député? Alors, monsieur il nous entend, mais MJ Belguerab. Mais malheureusement, nous ne l'entendons pas. Voilà, alors, on va inviter 9e député de la 9e circonscription. Alors, on va l'inviter à se reconnecter. Je rappelle. On l'a reçu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur France Maghreb 2 dans nos studios et il nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir en direct du Maroc pour nous donner un petit peu la situation des choses concernant ce problème des Français bloqués, que ce soit au Maroc, en Tunisie. Dites-moi ce qui se passe au niveau de la technique là. Alors, nous n'entendons pas. Monsieur le député? Non, on ne vous entend pas. Bon, on a fait les tests hier, tout à l'heure, tout allait bien. Oui, tout allait bien. Hein, c'est ça aussi la magie du direct. Vous êtes, je le rappelle, en direct sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur Christophe Le Grand Forum. Vous pouvez nous adresser toutes vos questions et vos commentaires lorsqu'on aura établi la liaison avec monsieur le député pour que vous puissiez vous poser toutes vos questions, bien entendu, quant au problème des rapatriements. Vous êtes en direct, on est là chaque soir, mes amis, c'est le 6e jour, sachez-le, pour vous accompagner. Ça s'appelle le Grand Forum qui a dû s'adapter au vu de la situation de ce confinement qui nous est imposé. On rappelle le message collectif qui s'impose à tous. Restez chez vous, c'est très important. C'est comme ça que nous arriverons collectivement à venir à bout de ce virus qui frappe fort l'Europe. On rappelle, le continent le plus touché à l'heure où nous parlons, avec des records de personnes décédées, notamment pour l'Italie. La France, ça grimpe pas mal aussi, mais une situation également très inquiétante et alarmante dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, à 20h, on terminera cette émission, comme chaque soir, en applaudissant le personnel hospitalier, le personnel médical dans son ensemble. Monsieur le député, est-ce que vous nous entendez? Monsieur le député ne nous entend toujours pas. Philippe Abdeslam? Si on peut passer aux vidéos, le temps de revoir la connexion de monsieur le député.
Oui, alors cher Abdeslam, tu as réussi à connecter la chronique qui avait été préparée par Audrey Pronosti ou pas? Non, ça n'a pas été possible. Non, on n'a pas pu le faire. Audrey Pronosti qui nous a préparé une chronique sur l'intervention et les interventions d'Emmanuel Macron. Et visiblement, on n'a pas pu techniquement pouvoir la passer en direct. Est-ce que Besma et Samia sont de retour? Alors, bah, Vous moi, m'entendez? je suis là, mais Non c'est vrai plus, que le réseau visiblement. est pas top. Ah, Vous m'entendez? très bien. On arrive, c'est l'heure de Voilà, pointe. Samia est là, super. Comment ça va, Samia? Ah, qu'est-ce que c'était Ouais, c'est ça, frustrant c'est l'heure de là. pointe. Oui, j'imagine, Samia. Bon, t'as écouté, t'étais contente? Oui, très contente des questions très intéressantes de la part des internautes. En fait, je suis frustrée pour les internautes parce qu'on a eu beaucoup de questions qu'on n'a pas pu poser justement au docteur. Donc, j'ai vu avec elle et vous pourrez quand même poser vos questions et je transmettrai et on enverra les réponses sur la page Facebook. Bah, tu sais ce qu'on fera, Samia, on va la réinviter tout simplement. Hein, Avec qu'est-ce que t'en grand penses? plaisir, avec grand plaisir. Elle est partante. Voilà, en plus, franchement, c'était d'une fluidité absolument extraordinaire et c'était sympathique cet entretien avec le docteur Elisabeth Grimaud qui est avec nous dans un instant. Les questions, on les a notées et on lui posera lorsqu'elle reviendra très prochainement dans la semaine. On a le temps, hein, les amis, on est qu'au 6e jour de ce confinement. On sera là chaque soir, 18h30, 20h. Notez bien le rendez-vous, partagez, commentez, likez. France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, on est là. Est-ce que on établit une liaison avec monsieur le député ou ça se passe comment, les amis? Alors, il est toujours connecté. Nous n'entendons pas. J'invite à monsieur le député à raccrocher et à essayer de se reconnecter via un autre canal. Je pense qu'on pourra l'entendre. Ouais, là, à cette heure-ci, c'est saturé. Très bien. Donc, Alors, il y a Besma, de problèmes de connexion. Qui se connecte au. Oui, d'ailleurs, on rappelle, hein, on rappelle, oui, en plus, on se connaît depuis le Maroc. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une qualité moindre au Maroc, hein, bien loin de là. Mais cela dit, on rappelle qu'effectivement. Sur les connexions au Maroc. J'ai rien dit de mal. Non, c'est la distance, en fait. On rappelle à l'échelle mondiale, Philippe, on rappelle qu'à l'échelle mondiale, Netflix, YouTube a annoncé baisser la qualité de ses vidéos au vu d'un trafic important qu'il y a actuellement sur le réseau mondial. Donc voilà. Alors peut-être je vais en profiter pour poser quelques questions à Besma Maghrebi, avocate, vous le savez, sur justement les contraventions. Alors il y a eu un nouvel amendement visiblement concernant les contraventions en cas de non-respect de son confinement. On passe donc d'une amende de 135 € pour la première amende à plus de 1 500 € et voire même de la prison en cas de récidive, maître. Besma? Bon, je crois que c'est clair. Si vous On êtes a en garde perdu à vue, Besma, donc tout va bien, hein, c'est magique. Ah. Voilà, Besma, est-ce que tu m'entends, Besma? Je vous entends pas. Alors, je vous entends pas très bien, je n'ai pas entendu la question, ça assuré. Oui. Donc ça, c'est Donc, aussi un des inconvénients du confinement, c'est que le réseau fonctionne la question à propos des... très mal. La question à propos des contraventions, Besma, 135 € plus 1 500 € en cas de récidive et voire même de la prison. Elle n'entend pas ma question, c'est bien dommage. Tu me confirmes, Samia, sur les contraventions? Oui, tout à fait. Besma a disparu, donc c'est des problèmes de Wi-Fi, hein, visiblement. Alors moi, tu peux nous en dire un petit peu plus, Samia? Moi, je suis pas une spécialiste, donc j'ai juste regardé. Donc effectivement, l'amendement, il est passé hier. Donc ça a été validé. Oui. Donc l'amende reste la même, 135 €. Si on la paie pas sur place, donc c'est 700 et quelques, il me semble. Et au bout de 3 récidives, donc il y a même une peine. Donc ça devient un délit en fait. Ça passe en délit. Donc voilà moi ce que j'ai retenu. Très bien. Oui, effectivement, on rappelle qu'il y a eu quand même. Alors, j'ai vu un chiffre assez hallucinant. Plus de 38 000 contraventions qui ont été déjà établies depuis mardi dernier, enfin depuis mercredi dernier en fait, hein, parce que le premier jour ils ont été assez. Ouais, c'est énorme. Vous calculez, ça fait quand même beaucoup d'argent. Quoique l'État en a bien besoin en ce moment d'argent. Parce que l'après coronavirus, l'après Covid-19, l'après confinement risque d'être un peu compliqué, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va douiller. Hein.
C'est stupéfiant quand même parce qu'ils ont donné des amendes également à des sans domicile fixe, Christophe. Donc C'est là, hallucinant. c'est une aberration totale. Ouais. Alors, on va retenter peut-être. Abdeslam Philippe, dites-moi si monsieur le député est avec nous ou pas. Il est avec nous, mais manifestement, son micro ne fonctionne pas. Non, on ne vous Monsieur le entend pas. député, est-ce que vous nous entendez? Alors, attendez, ce qu'on peut éventuellement faire. Oui, mon je chouchou, vais vas-y. l'appeler. On va mettre le haut-parleur. Oui. Et donc, en tout cas, il nous entend, mais il ne peut pas communiquer avec nous. Donc, j'ai Je peur rappelle ça que coupe monsieur le sa député communication. est au Maroc. Hein. Ouais, ça coupe sa communication. Voilà. Si vous avez des questions à poser à monsieur le député, député de la 9e circonscription des Français de Ok. l'étranger, vous n'hésitez pas à les poser maintenant. Alors. Monsieur le député, bonsoir. Attendez 2 secondes. Mjid, je te Voilà, mets ça sent- ouais, c'est- en duplex comme on peut. Donc, là, tu vas entendre les interventions et puis on rapproche du micro. Alors, allez-y. C'est du direct. Hein. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, je suis loin de la France. Oui, j'imagine, vous êtes au Maroc. Exactement. Alors, monsieur le député, on a souhaité vous avoir ce soir avec nous parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques problèmes à propos de Français qui seraient bloqués au Maroc, mais aussi en Tunisie. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les familles qui peuvent éventuellement être concernées ce soir concernant ces Français qui sont bloqués au Maroc et qui ne peuvent plus rentrer pour l'heure? D'abord, il faut faire deux distinctions. La première, c'est les Français qui étaient de passage, c'est-à-dire les touristes qui se sont retrouvés bloqués avec l'annonce de la fermeture de Schengen, avec la volonté des différents États, notamment du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, de fermer leur espace aérien, notamment avec les flux qui venaient d'Europe et qui leur amenaient le virus. Et donc, ils ont, de manière un peu brutale, arrêté le flux aérien. Par contre, de l'autre côté, c'est-à-dire du Maghreb vers l'Europe, les autorités locales des 3 pays ont accepté d'ouvrir des vols pour ramener, parce que c'est pas du rapatriement au sens de on met des avions à disposition pour prendre nos ressortissants, non. C'est des vols commerciaux qui sont un peu plus fréquents et donc il faut s'inscrire et puis voilà. Par exemple, en Tunisie, il y a eu 60 vols depuis 5 jours qui ont été affrétés, des vols commerciaux entre les 3 ou 4 compagnies aériennes qui desservent la Tunisie. Il y a eu une dizaine de vols avec l'Algérie et il y a eu 140 vols avec le Maroc. Parce qu'au Maroc, il y avait 25 000 Français de passage qui étaient coincés et qui voulaient rentrer en France et qui n'avaient pas vocation à rester. Ça, c'est la première des choses. Puis après, il y a la deuxième des choses, c'est-à-dire les résidents. Pour le coup, les Français qui résident dans ces pays-là, eux, initialement, ils n'avaient pas forcément demandé à aller en Europe, mais devant, disons, un peu la panique généralisée, il y en a beaucoup qui ont commencé à vouloir rentrer en France et aller au cas où, quoi. On se fait soigner et tout ça. Il y en a quelques-uns qui ont manifesté leur volonté de partir. En tout cas, toutes les personnes qui ont voulu partir, elles avaient cette solution, c'est de réserver un vol commercial, de se débrouiller, de se connecter 20 fois et puis à un moment, hop, on ouvre des vols et puis ça marche. Mais à partir du moment où on avait un billet, il y a pu y avoir des annulations, mais à chaque fois, il y a eu des reprogrammations et une grande partie, on va dire 90% de celles et ceux qui ont voulu partir ont pu le faire. Il en reste quelques-uns qui n'ont pas pu, parce que soit ils se sont pris trop tard, soit
ils ont peut-être un peu tergiversé, changé d'avis, etc. Donc il va rester quelques cas, et j'en ai déjà quelques-uns qui se sont manifestés, de personnes qui finalement, après quelques jours, ont envie de rentrer en France, mais qui malheureusement, depuis hier, ne pourront pas ni par la Tunisie, ni par le Maroc. Et l'Algérie, je crois que il y a encore quelques vols de l'Algérie vers la France dans les jours qui viennent, mais il y en aura pas énormément. Voilà la situation. Monsieur le député, il y a beaucoup de familles a priori, et là on parle de Français qui sont partis en vacances en Tunisie et qui se sont retrouvés coincés, et on avait prévenu qu'on ne pourrait pas rapatrier, enfin qu'on ne pourrait pas ramener tout le monde. Est-ce que vous nous confirmez, et combien il y a de Français bloqués en Tunisie à l'heure actuelle? Aujourd'hui, sur les 13 000 Français qui étaient coincés en Tunisie, Français de passage, et quand je dis Français de passage, ça peut être des binationaux qui sont allés quelques jours en Tunisie et qui ne résident pas en Tunisie et qui ont de la famille ou qui sont binationaux et qui veulent rentrer. Là, il reste, d'après les chiffres qui m'ont été donnés, il reste sur les 13 000, il reste quelques centaines de Français qui n'ont pas pu monter dans l'avion. Mais guère plus, sachant qu'il y en a 13 000 qui ont pu embarquer quand même. Donc moi je sais que c'est un peu compliqué pour certains parce que ça va poser des gros problèmes, notamment d'hébergement, parce que ils n'ont pas forcément d'endroit où aller, etc. Mais je pense que la grosse partie des Françaises et des Français qui voulaient rentrer ont pu le faire. On me dit c'est 1 à 2% de personnes qui n'ont pas pu avoir de vol. Mais bon, voilà quoi. Et puis il y a souvent des cas problématiques, etc. Mais moi je profite de votre antenne. Je sais pas si on m'entend bien, hein, mais il faut vraiment saluer le travail titanesque qui a été fait par les autorités consulaires autour des ambassadeurs, qui ont fait un boulot extraordinaire, qui ne sont pas outillés pour ça, et qui ont quand même répondu à l'afflux massif de personnes qui venaient sonner au consulat, appeler. On a mis en place des cellules de crise téléphoniques dans chaque consulat. Il y a vraiment eu un travail énorme qui a été fait depuis vendredi dernier. Et malheureusement, il en restera toujours quelques-uns qui n'auront pas pu avoir de vol retour. Mais il faut pas qu'ils s'inquiètent outre mesure. Dans quelques semaines, on espère que ça va passer, et que, bien évidemment, ils pourront rentrer chez eux. Et vous, à titre personnel, vous êtes bloqué, vous, au Maroc? À titre personnel, vous, monsieur le député, vous êtes bloqué au Maroc? Non, moi, à titre personnel, j'ai choisi de rester. C'est-à-dire que, comme les Français qui résident en Afrique, moi, j'ai voulu, alors que ma résidence principale se trouve à Paris, moi, j'ai voulu aller être au milieu de mes concitoyens qui, pendant 30 jours, n'auraient pas accès à l'espace Schengen, et être aux côtés d'eux pour répondre à leurs questions. Je vous avoue que depuis 6-7 jours, on dort pas beaucoup avec mon équipe. On est nuit et jour sur le front. On a répondu à des centaines d'appels, de sollicitations, de cas qui n'étaient pas forcément dans les radars des différents consulats qu'on a dû faire remonter. Moi, je suis en lien avec les autorités françaises, des autorités marocaines, les autorités des différentes agences, etc. Enfin, on est vraiment en permanence. On n'a pas de vendredi dernier jusqu'à ce dimanche. On commence à peine un peu à lever le pied, mais on n'a pas arrêté. Vraiment, on n'a pas arrêté. Et je voulais être ici. Alors, monsieur le député, est-ce qu'il y a une question d'abord qui nous sont posées par nos téléspectateurs qui nous regardent sur Facebook, France Maghreb 2, ou Christophe Le Grand Forum, Abdestem, Philippe ou Samia, ou si vous avez, vous, des questions à poser au député, monsieur Ebji Belguerab, qui nous fait l'amitié d'être avec nous en duplex depuis le Maroc, pour nous parler de ce problème d'importance quand même, donc député de la 9e circonscription des Français de l'étranger.
Alors, Christophe, pour le moment, il n'y a pas de question Oui, Samir. pour le moment, il n'y a pas de question des internautes. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'il y a eu un ordre de priorité qui a été mis en place pour les personnes donc qui ont pu être ramenées à bon port ici en France? Est-ce qu'il y a eu un ordre de priorité ou pas du tout? Ah, ça, c'est une bonne question, Samir. La priorité des priorités, c'est une très bonne question parce que souvent les gens ont pu croire que on privilégiait telle ou telle catégorie de. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend, monsieur le député. Ouais. On a pu croire qu'on privilégiait telle ou telle catégorie ou pas. Pas du tout. La première des priorités, c'était les personnes qui étaient en urgence sanitaire. C'est-à-dire une personne en maladie chronique qui avait besoin absolument de rentrer dans les jours à venir, etc. Et donc, ça a d'ailleurs créé une sorte de réflexe un peu que je trouve pas terrible, honnêtement. Et je vais vous donner un chiffre. Au Maroc, on était à une dizaine d'urgences sanitaires. Et puis tout d'un coup, quand les gens ont compris que ça fonctionnait comme ça, on s'est retrouvé avec 563 urgences sanitaires avec des certificats médicaux, etc. Donc disons que bon, c'était un peu l'effet pervers d'annoncer aux gens qu'on allait d'abord rapatrier les personnes qui avaient vraiment besoin de manière sanitaire de rentrer en France. Et donc ça a encore rajouté de la confusion. Mais la seule priorité, c'était celle-là. Et puis, la deuxième des priorités, c'était de faire en sorte que tout le monde qui réside en France, que les résidents français, c'est-à-dire celles et ceux qui ont leur résidence principale en France, rentrent. Après, les résidents marocains ou algériens ou français qui veulent aller en France, parce qu'ils sont français, ça, c'est, disons, c'est le troisième rideau, quoi. Mais l'urgence des urgences, c'était les personnes malades, les personnes âgées malades qui avaient besoin de rentrer, etc. D'accord, très bien. Merci, monsieur le député. Monsieur le député, la dernière question en ce qui me concerne, comment jugez-vous les autorités marocaines et justement leur approche par rapport à cette propagation de ce virus et de la manière de lutter contre la propagation de ce Covid-19 au Maroc? Alors, il y a eu une réaction un peu brutale. C'était vendredi dernier où il y a plein de Français qui résident au Maroc qui aujourd'hui sont bloqués en France. C'est assez étrange ce que je vous dis, mais moi maintenant j'ai plein de personnes qui n'ont pas de résidence en France, qui étaient simplement de passage en France et qui comptaient rentrer dans leur pays de naissance ou dans leur pays de vie, qui est le Maroc, qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce que les autorités marocaines ont fermé de manière vraiment brutale. Là où l'Algérie, par exemple, permet aux ressortissants français qui vivent en Algérie de rentrer. D'ailleurs, elle organise des avions avec Air Algérie, etc., où il y a des vols. Les autorités marocaines, elles ont vraiment fermé le robinet. L'espace parce qu'effectivement, la plupart des cas de coronavirus dans les pays du Maghreb viennent d'Europe. C'est souvent, d'ailleurs, des Français de passage, etc. Donc, ils ont vraiment voulu faire un gros coup sur la table en disant stop, on va arrêter l'épidémie à la source. Donc on va fermer le robinet. Avec l'effet vraiment dramatique que ça peut causer, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je vous disais, qui sont des Français qui n'ont jamais vécu en France, mais qui ont toujours vécu au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, qui se sont retrouvés coincés, quoi. Et donc de ce point de vue-là, moi je trouve que c'était pas terrible. Mais après qu'un pays souverain veuille endiguer l'épidémie en prenant des mesures un peu radicales et tout ça, ça peut se comprendre. Et je pense que la France a mis beaucoup de temps avant de réagir, et on aurait peut-être dû réagir un peu plus fortement avant, en coupant le match, par exemple, Juventus, je sais plus Lyon, quelle équipe, là, Lyon, qui peut arriver des milliers de supporters italiens. Je pense qu'il aurait dû être arrêté, ce match. Et
Ça, c'est une des raisons, à mon avis, qui fait qu'aujourd'hui que la France est un des pays qui est aussi en proie au développement. Le rassemblement religieux qui a eu lieu à Mulhouse, je pense qu'on aurait dû l'interdire. Donc, les autorités françaises ont mis beaucoup de temps avant de réagir. Nous, ici au Maroc, les autorités, elles sont vraiment. Le confinement a été prononcé dès le début de la semaine. Il y a que des dizaines de cas. Là, on a une centaine de cas, je crois, au Maroc. Donc, ils sont vraiment en train de prendre des mesures un peu drastiques, ce qui est pas plus mal, parce que si on veut éviter d'en arriver au scénario italien, il faut vraiment serrer la vis rapidement, quoi. Et j'ai regardé les journaux télévisés du Maroc et puis de l'Algérie. Les gens sont quand même très rigoureux dans les rues, en tout cas de ce qui était montré. Est-ce que vous le confirmez? Absolument. Là, ils ont mis en place au Maroc le même système d'attestation pour sortir. Les rues sont désertes. Il y a eu apparemment hier à Fès, ou je sais plus dans quelle ville, une sorte de rassemblement religieux et tout ça, il a été très très vite éparpillé. Au Maroc, en Algérie, j'ai aussi et en Tunisie, je vois que là d'ailleurs Djerba par exemple est totalement confiné. Djerba, c'est l'île dans laquelle il y a quelques cas, c'était totalement confiné. Et là, ils vont procéder au ravitaillement de l'île, etc. Donc, non, les autorités du Sud et d'Afrique sont vraiment très, très, elles savent qu'elles n'ont pas les capacités hospitalières de l'Europe et qu'elles peuvent pas se permettre d'avoir une propagation à des milliers et des milliers de personnes infectées. Donc, elles réagissent vite et elles ont bien raison. Oui, et la population aussi, du coup, a été très réactive. Absolument. Merci, monsieur le député MJ Belguira. Je rappelle que vous êtes le député. Oui, j'en prie, Philippe. Oui, merci beaucoup. D'autant plus que depuis tout à l'heure, mon petit bras tient le téléphone à bout de bras. Oui, alors moi, j'ai une question, monsieur le député. Je me rappelle tout au début de l'épidémie, vous avez été un des premiers politiques, et je le dis pas parce qu'on se connaît, et je vous l'ai dit, France Maghreb 2, le Grand Forum, nous sommes transparents. MJ est un ami à titre personnel. Mais je me rappelle très bien qu'il avait interpellé le gouvernement en disant « Attention, ça va nous arriver bien plus fort qu'un boomerang » et que personne ne l'a pris au sérieux. Et je voudrais savoir pour quelle raison, en tout cas s'il en a une, le gouvernement n'a pas entendu la voix de MJ Belguira au nom du groupe Liberté et Territoire. Merci Philippe. Et c'est vrai que on a été quelques-uns à très très vite pressentir que si ça arrivait en Europe, contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'on est des pays latins, parce qu'on est des pays où on s'embrasse, où la vie sociale est très très développée, où très rapidement on est tactile, etc. Moi, j'ai pressenti que si ça venait du côté de la Méditerranée, ça allait faire des ravages. Et effectivement, je pense que la mission d'enquête parlementaire qu'on va mettre en place dès les semaines qui viennent pour essayer de comprendre exactement si conflit d'intérêts il y a eu, si il y a des responsables qu'il faudra juger, si il y a eu des décisions qui ont été prises sous le quinquennat précédent qui aujourd'hui nous impactent. Il faudra qu'on les mette sur la place publique et que s'il faut qu'on aille devant les tribunaux, on y aille, comme on l'a fait pour le sang contaminé, comme on l'a fait pour d'autres grandes affaires et d'autres scandales d'État, qu'on le fasse. Et les parlementaires, en tout cas de mon groupe, sont prêts à aller jusque-là. Merci, monsieur le député MJ Belguira, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On a su trouver le moyen technique pour vous entendre. En tout cas, c'est ça bien l'essentiel. S'il le faut, je suppose que vous accepteriez bien volontiers de nous réaccorder un entretien pour tenir au courant
ceux qui sont ici et qui ont de la famille qui peuvent être encore bloqués au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Et vous êtes la personne, j'allais dire, à même de nous dire ce qui s'y passe, puisque vous êtes le député, je le rappelle, de la 9e circonscription des Français à l'étranger, regroupant ces 3 pays, en l'occurrence, et quelques autres pays d'Afrique, je crois. Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Merci MJ Belguerab, à très bientôt et bonne fin Merci à vous. Merci. Bon, j'allais pas dire des vacances, mais profitez bien du Maroc en tous les cas. Sympa et manger du bon tagine et tout ce qu'il faut, évidemment, avant le ramadan. Parce que dites donc, les amis, vous savez que c'est bientôt le ramadan. Hein, oui. On est le 24 mars demain. Oui, le ramadan, c'est dans un mois. Imagine le ramadan en plein confinement. Bon, eh ben oui. Alors, vous êtes bien en direct sur votre radio France Maghreb 2. Pardon pour les différents techniques, mais voilà, on est avec vous. Et c'est bien ça l'essentiel. On essaie de trouver la meilleure solution et de s'améliorer chaque jour durant avec les techniciens, les réalisateurs et toute l'équipe. Et on est un peu tributaire, j'allais dire, du trafic Internet, malheureusement, en espérant et en priant que tout se passe bien et que vous puissiez bien nous entendre, bien entendu. Je ne sais pas si Maître Maghrebi est parmi nous, si elle est de retour ou pas parmi nous. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Très bien, très bien. En fait, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit pas plus de 5 Abdeslam, hein, j'ai l'impression. Alors, on va terminer, pas encore, mais dans quelques minutes. Donc, cette émission, chaque soir, cher maître, on demande un coup de gueule ou un coup de cœur. Hein, ça peut être une déclaration ou une déclaration que tu as entendue qui t'a énervé, ou alors une initiative que tu as envie de faire partager, relayer. Alors, avant de te laisser la parole, pour que tu voyes un peu à quoi ça ressemble, une habituée en la matière, Samia Cheki, as-tu un coup de gueule ou un coup de cœur ce soir? Alors non, ce soir c'est un coup de cœur, Christophe. Il y a une très belle initiative qui s'appelle Fleurir vos fenêtres. Et je pense qu'on a besoin de ce type d'initiative, surtout en ce moment. Le principe, il est très simple. Donc, on invite tout le monde à dessiner des fleurs, à confectionner des fleurs avec différents matériaux, ou alors à exposer des photographies de fleurs aux fenêtres, et vous pourriez même y ajouter donc un petit mot sympa pour ceux qui passent encore devant vos fenêtres en ces temps difficiles, comme les éboueurs, les livreurs. Une initiative qui est très intéressante et qui a été initiée par un mouvement qui s'appelle la Grande Lessive. D'habitude, ils étendent des œuvres d'art. Non, c'est l'initiative, le mouvement qui s'appelle la Grande Lessive. Et ils le font tous les ans, sauf que d'habitude, en fait, ils étendent, en fait, tu sais, la corde à linge, en fait, un petit peu comme dans les pays méditerranéens, d'une fenêtre à une autre. Ça crée du lien aussi entre les voisins. Et donc, d'habitude, ce sont donc des œuvres d'art qui sont étendues d'une fenêtre à une autre, d'une maison à une autre. Sauf que là, confinement oblige, et puis règles sanitaires oblige également. Ça a été détourné, et donc ça s'appelle Fleurir ses fenêtres. Donc le principe, c'est tout simplement de faire dessiner ses enfants des fleurs. On est en plein printemps, et puis de les mettre aux fenêtres pour que les voisins puissent justement en profiter. Et également fleurir ses fenêtres, c'est possible. Je l'ai pas vu. Oui, il y a un spot, j'ai vu passer moi avec quelques. Ouais, il y a un spot avec quelques personnalités qui disent d'ailleurs fleurir pour toutes les maladies, Super. Pour le cancer, pour plein de choses, avec plein de personnalités. Je l'ai vu passer, je crois, aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur toutes les chaînes d'infos, de télé ou de radio, il n'y a plus beaucoup de pubs, évidemment. Forcément, les commerçants ou les différents clients ont décidé d'arrêter leur campagne parce qu'il n'y a plus rien à vendre. Tout le monde doit rester chez soi. Donc forcément, c'est un peu compliqué, un petit peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, fleurir sa fenêtre. C'est quelle date exactement, Samia, rappelle-nous? C'est pour le 26 mars. Donc, le 26 mars, il faut que vos œuvres soient... voilà, donc il faut qu'elles soient prêtes. Hein. Donc, vous commencez dès demain. Écoutez, pendant le temps de récréation avec vos enfants, n'hésitez pas à faire ce type d'activité. Et puis, on a hâte de les découvrir également en photo. N'hésitez pas à nous les envoyer sur la page Facebook. Tu seras mise à contribution, ma chère Samia. Attention, mercredi, on voudra voir ce que ça donne. Avec grand plaisir. Parfait. Abdeslam Bitage, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Alors, coup de gueule, d'abord à toutes ces personnes qui profitent de la situation pour créer des faux sites internet de vente par correspondance, de gel hydroalcoolique, de masques
et tout autre moyen pour se protéger. Coup de gueule aussi dans les pays du Maghreb où on profite de l'urgence pour multiplier par 2 le prix de la pomme de terre, le prix des matières premières, farine, blé. D'ailleurs, il y a le ministre du Commerce, Abdeslam, il y a le ministre du Commerce algérien qui est parti pousser une gueulante. Hein. Oui, à l'équivalent du Rungis, est parti faire un scandale et les menacer de justement d'aller les contrôler un petit peu l'équivalent de la DGCCRF, Direction de répression des fraudes, et pour leur demander de réguler les prix et d'être dans des prix convenables. Mais là aussi, vous voyez, les gens, il faut absolument mettre de l'éthique dans le commerce et garder les prix au plus bas parce que ça profite à la panique et les spéculateurs qui profitent de cette situation, voilà, c'est le coup de gueule que je voulais lancer. Et c'est pas du tout après ça. Coup de gueule d'Abdeslam Bitage, coup de cœur de Samia Cheki. Coup de gueule ou coup de cœur, Philippe Boyaki, ce soir? Je voudrais lancer un coup de gueule. Excusez-moi, je voudrais lancer un coup de gueule à ceux qui sont très mal intentionnés et qui frappent aux portes des personnes les plus vulnérables pour leur dire qu'ils sont mandatés par les municipalités ou par l'État pour pulvériser un produit pour lutter contre le coronavirus et qui en profitent pour détrousser les gens. C'est juste crapuleux, c'est juste scandaleux, c'est juste honteux. J'espère que vous serez attrapés et que vous serez lourdement, mais lourdement sanctionnés. Parce qu'effectivement, bien que vous savez ce que je pense du gouvernement et du président, mais en temps de guerre, on se doit à la solidarité. Et ceux qui profitent de la misère et de la peur et de la détresse des autres ne méritent pas notre compassion et aucun sentiment pour ces personnes-là. Voilà, coup de gueule. Du coup, les copains et les copines, Besma sont passés, un coup de gueule ou un coup de cœur? Alors moi, ce serait plutôt un coup de gueule aussi, et ce serait Ouais. Ce serait quoi? C'est ma faute, c'est ma faute. Qu'un vaccin. Ah, Philippe, tu as boycotté Besma, c'est pas bien. Besma, c'est Philippe qui t'a boycotté. Vas-y, on t'écoute. Alors moi, je disais que pour moi, ce sera plutôt un coup de gueule. Et ce serait un coup de gueule contre toutes les personnes qui laissent croire qu'il serait possible d'avoir un vaccin assez rapidement. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on connaît le processus juridique de la mise en place d'une recherche médicale qui pourrait aboutir à un vaccin, de longues années parfois sont nécessaires. Il faut beaucoup d'essais cliniques et qu'on nous dise comme ça à la télé quasiment tous les jours, oui, que peut-être un vaccin sera possible et que des recherches sont en cours, c'est donner de faux espoirs aux gens et c'est banaliser peut-être aussi un petit peu la situation. Comme je disais, quand on connaît le système juridique et surtout le cadre juridique de la recherche thérapeutique, il est impossible de pouvoir avoir un vaccin en quelques semaines et peut-être même en quelques mois. Donc, arrêtez de faire croire aux gens ce qui n'est pas possible. Et quand bien même ils arriveraient à obtenir quelques semaines, eh bien moi j'ai envie de dire que ce serait extrêmement dangereux parce qu'on n'aurait pas le recul nécessaire pour être certain que ce vaccin ne mettrait pas en péril la santé des gens et qu'on ne se retrouverait pas par la suite face à une crise sanitaire qui serait encore plus grave parce qu'on n'aura pas eu le temps et le recul nécessaire pour réussir à mesurer le bénéfice-risque. Qu'est-ce que tu penses, Besma, puisque là, la liaison a l'air plutôt bonne, qu'est-ce que tu penses des travaux et de l'étude menée par le professeur Didier Raoult? Alors, j'ai pas. Là encore, les travaux, je pense qu'on ne peut pas avoir le recul nécessaire. C'est bien qu'il y ait une piste. On a étendu l'essai clinique à l'échelle massive, apparemment. Hein. Comment? Je dis, on a étendu les essais cliniques, apparemment. Oui, mais alors on les a étendus quand on dit à l'échelle massive, c'est-à-dire et sur a priori, dans plusieurs hôpitaux français. Est-ce qu'on est encore sur l'animal? Est-ce qu'on est sur l'humain? On en est où exactement? Non, on est sur l'humain, là. On est sur l'humain avec ce traitement qu'il n'a pas inventé, on le rappelle, mais qui est utilisé pour les malades atteints du paludisme et qui a, semble-t-il, porté ses fruits sur quelques cas. En tout cas, ce qu'il dit, sur 70% des cas. Donc, tu vois, là, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Le processus habituel n'est pas respecté parce que pour en arriver à faire des essais sur l'humain, il y a des phases antérieures à respecter qui ne l'ont pas été, je pense, parce qu'aussi rapidement, ça me paraît assez étrange. Et donc, qu'on ait des effets positifs tout de suite, peut-être, mais est-ce qu'on est certain
qu'il n'y aura pas des effets négatifs par la suite, comme on a pu le constater, par exemple, avec le vaccin pour l'hépatite B, où il y a plusieurs personnes qui ont été en situation de handicap, où il a été compliqué pour beaucoup de personnes de pouvoir le supporter. Moi, je trouve que c'est dangereux. Vouloir aller vite, c'est trop dangereux. Très bien. Maître, justement, une question que je t'ai posée tout à l'heure, mais tu ne m'entendais pas. À propos des contraventions en cas de non-respect du confinement, première amende de 135 €. Et là, il y a eu un amendement gouvernemental de fait, j'allais dire dans l'urgence, parce que c'est un petit peu la situation d'urgence au quotidien avec le gouvernement et au vu de cette crise. On passerait visiblement à une amende de 1 500 € et de la prison éventuelle en cas de récidive. Alors, j'ai pas compris ta question. Tu me demandes ce que j'en pense, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu nous confirmes d'abord et vraiment, est-ce qu'il est peut-être utile en tant qu'avocat de rappeler le respect strict, j'allais dire, de ce confinement parce que c'est risqué visiblement 135 € déjà, ça fait mal, mais la récidive peut être terrible. Hein. Ah oui, mais même au-delà de ça, moi j'ai envie d'appeler les personnes à leur responsabilité morale et de bien prendre conscience qu'elles mettent en danger les autres et que mettre en danger autrui, c'est une infraction pénale pour laquelle on risque de la prison. D'ailleurs, il y a plusieurs gardes à vue qui ont eu lieu, notamment dans le 93, pour des personnes qui ont été placées en garde à vue pour mise en danger d'autrui parce que vous êtes peut-être porteur d'un virus qui est extrêmement grave. Vous allez sans doute le transmettre en ne respectant pas les consignes de confinement et donc vous mettez en danger autrui. Et en mettant en danger autrui, c'est pas une amende de 135 € que vous méritez. C'est presque, j'ai envie de dire, les personnes qui sont en récidive, c'est de la détention provisoire jusqu'à ce qu'on puisse les faire passer en jugement parce qu'elles mettent en danger tout le monde, à savoir les personnes qui vont les contrôler, les personnes qui vont les mettre en garde à vue, les personnes qui vont venir les auditionner. Elles mettent aussi en danger les avocats qui vont venir les assister et elles mettent en danger tout le système judiciaire, à savoir les magistrats, les greffières, les procureurs qui vont être là pour mettre en place le système. Et je trouve ça inadmissible. Très bien. Bon, alors ça, c'est très bien. Et vous avez bien entendu donc les conseils de Maître Maghrebi, avocate au barreau de Paris et docteur en droit de la santé. Ah, ça tombe bien, elle est avec nous ce soir. Alors, il est conseillé peut-être pour occuper, avant de passer, et là, Besma, je suis sûr que tu vas rigoler un petit peu et on va terminer cette émission en souriant, au meilleur et le pire du web avec Philippe Bouriaki. Mais avant toute chose, il y en a un parmi notre équipe qui nous conseille de faire du sport. Il s'appelle Hicham Terak. Regardez, il s'est mis à l'exercice. Voici ce que ça donne. Salut les confinés, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur les réseaux et c'est le week-end. Et donc, je vais vous donner quelques astuces pour garder la forme. Ok? Il est important de faire du sport. Allez. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Hey, je t'ai volé avec vos programmes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, prenez soin de vous. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Hicham Terak, les amis, pour un peu de sport. Voilà de quoi occuper votre matinée de demain, mes amis. Hicham, on le salue, notre ami Hicham Terak, qui viendra nous faire un petit coucou un de ces soirs dans ce live. On termine cette émission. Il est dans quelques minutes 20h. Je crois on va peut-être attendre d'ailleurs pour applaudir, parce que vous le savez, chaque soir, depuis le début de ce confinement, il est 20h. Et en particulier... Il est 20h. Alors, applaudissements pour tout le personnel médical, bien sûr. Et en particulier, Merci. Ah, il prend son mégaphone, Philippe. Il prend son mégaphone. Ah oui, carrément. Merci à nos anges gardiens et nos anges gardiennes. Merci, Orly. Merci. On veut vous entendre. Il est 20h. Allez, Orly. De partout, ça crie, ça hurle. Merci. Orly, on aime nos anges gardiens. Allez. Voilà, c'est le moment de défouloir, hein, vous l'avez compris. Il est 20h et surtout une grosse pensée au médecin qui nous a quittés aujourd'hui, puisqu'on a appris la mort du premier médecin à l'âge de 68 ans qui nous a quittés aujourd'hui. Grosse pensée à lui.
Enfin, grosse pensée surtout à sa famille et condoléances, bien sûr. Et courage à tout ce personnel. Besma, tu les connais, tu les côtoies. Ils sont vraiment dévoués. Et on sait que tous ces médecins qui sont y compris à la retraite, eh bien, n'hésitent pas à reprendre du service pour venir apporter un coup de main à leurs copains. Vraiment, grosse pensée. Et chaque soir, il est important de leur signifier notre soutien inconditionnel. On a besoin d'eux, on a besoin de nos infirmières, de nos aides-soignantes, de nos ambulanciers, de nos médecins, de nos internes. Il ne faut pas les oublier aussi. Voilà, tout ce personnel médical à qui on pense très très fort. Pas qu'à 20h En tous les soirs, rappelant aussi que la meilleure façon de les aider, c'est de rester chez nous. De nos patients et surtout d'eux-mêmes aussi, qu'ils se protègent, même s'ils n'ont pas la possibilité, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire. Les meilleurs et les pires, le meilleur et le pire du net. Mon cher Philippe Boyaki, tu nous as encore concocté quelques belles petites vidéos de quoi terminer cette émission en souriant. Ma chérie. Excuse-moi, vraiment. Voilà, Philippe qui... Oui, je t'en prie, c'est bien normal. Alors, juste avant de passer le pire et le meilleur du net, je voudrais vous passer un message de nos anges gardiens et nos anges gardiennes pour que vous compreniez que à 20h, lorsqu'on leur dit merci, voilà ce que ça leur fait. Allez, ça fait du bien, ouais, non? Bonsoir. On est là et ça nous fait vraiment du bien. Partout. Hein. Merci. Ben, ça fait plaisir. Et oui. C'est encore plus fort et ça fait encore plus plaisir. Bravo à nous. Voilà, évidemment, grosse pensée à ce personnel, bien entendu, mobilisé. Ça leur fait du bien, donc il est important de le faire chaque soir. Pour finir, Philippe, donc, le meilleur et le pire du net, qu'est-ce que tu nous as concocté, trouvé sur ce qu'on a pu trouver et voir sur la toile? C'est parti. Qu'est-ce que ça fait chier ce coronavirus là? Au bout d'un moment, tout le monde devient fou ici. 2 mètres de distance, carrel. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus. T'as fait les courses? T'es qui, putain? Je suis ta femme, y a plus de maquillage. Oh, j'ai grossi. Oh non. Oh, ces cheveux de merde. Ouais, ma peau, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai, je me supporte plus là. Chérie, s'il te plaît, fais-moi un compliment, j'en ai besoin là. Bah, t'as une bonne vue. Voilà. J'espère que ça vous a... Ah, c'est pas mal. Excellent. Grosse pensée quand même. Ouais, excellent. En tout cas, c'était le meilleur et le pire du net, évidemment. Et chaque soir, on termine avec ce petit moment de florilège. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le confinement, les gens ont le temps de vous envoyer des vidéos et vous remplissent le téléphone à coups de vidéos sur WhatsApp. C'est assez hallucinant. En tout cas, il y en a qui n'ont pas perdu l'humour et ça fait du bien. Tant mieux. On est de retour demain soir, les amis, 18h30. Prenez rendez-vous désormais sur France Maghreb 2, la page France Maghreb 2, Facebook, bien sûr, sur Christophe Le Grand Forum. Et demain, vous pourrez suivre de nouvelles émissions aussi sur cette même page de France Maghreb 2, à l'image de William Maghrebi qui sera là à 11h, à l'image de Anna Glézard-Boicas qui va vous proposer une nouvelle émission. Et puis, il paraît qu'il y a une libre antenne qui se prépare le soir. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça. En tout cas, restez bien connectés, partagez, likez, commentez. On est avec vous au travers des réseaux sociaux parce qu'évidemment, vous le comprendrez, on respecte strictement ce confinement. 6e jour ce soir. Eh bien, écoutez, on ne sait pas combien de temps ça va durer. A priori, petit message important, a priori, le président de la République devrait s'exprimer demain soir pour nous annoncer visiblement des mesures un peu plus strictes, paraît-il, et selon nos échos, demain soir à 20h. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, et peut-être que d'ailleurs on suivra ça, chers amis, en direct avec vous. On pourra comme ça ainsi commenter en live les nouvelles propositions, enfin nouvelles recommandations, j'allais dire, du président de la République, Emmanuel Macron. Je remercie chaleureusement et affectueusement Besma Maghrebi. Merci beaucoup, Besma. Tu reviendras nous faire un petit coucou un de ces soirs? Bien sûr, sans problème, avec plaisir. Bon. Merci, Samia Chiki, qui va retourner, je suppose, à la cuisine.
Ah là là, non, pas du tout. Là, tout de suite, stéréotype, non. Non, c'est Non, déjà prêt. d'accord, ok. Non. Ah bon, très bien. Donc c'est une femme organisée, Samia Chiki, bravo. C'est Merci pas à moi tous en qui ai tout cas de nous avoir préparé. suivis. Ah bon? Quelle chance. Bah, moi j'ai un bon couscous au poulet et lentilles qui m'attend ce soir. Voilà. Tu as de la chance. Hein. Merci. C'est vrai, je le sais. Mon cher Philippe Boyaki, merci beaucoup. Et tu nous réserves encore une belle chronique demain soir avec le meilleur et le pire du web et d'Internet. Merci, mon Abdeslamitash. Bonne soirée à tous. Et le message pour terminer cette émission, restez chez vous. Salut à tous, à demain. Salut. Bonne soirée, à demain.